Lors d'un dîner, mon frère et ma mère ont exclu mon fils avec un simple hot dog pendant que ses cousins mangeaient des steaks de luxe. Resté calme, j'ai attendu le serveur pour faire une annonce qui a fait taire tout le monde. Je m'appelle Victoire Leclerc Duval. J'ai 38 ans. Et la nuit où ma famille a tendu un hot dog froid à mon fils de 11 ans pendant que leurs enfants mangeaient des steaks à 120 €, j'ai finalement cessé de protéger les gens qui nous avaient humiliés pendant des années. Nous n'avons rien commandé pour ton fils, dit mon frère, poussant un plateau en papier sur la nappe blanche comme s'il nourrissait un animal errant devant une station-service. À côté de lui, ses deux enfants coupaient leur filet mignon et choisissaient des desserts dans un chariot argenté. Ma mère leva à peine les yeux. Tu aurais dû lui préparer quelque chose, ajouta-t-elle. Mon fils regarda le hot dog, puis plia discrètement son certificat de récompense sous sa chaise pour que personne n'y renverse de sauce. Ce certificat était la raison de notre présence. Il venait de remporter le prix du jeune innovateur en infrastructure pour avoir conçu un dispositif d'alerte aux inondations à faible coût. Pourtant, ma famille avait transformé la célébration en une autre cérémonie en leur honneur. J'ai souri à mon frère et j'ai dit, notez. Il a pris mon calme pour de la capitulation. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais passé les 4 mois précédents à auditer l'entreprise de construction qu'il croyait lui appartenirait bientôt entièrement. Il ne savait pas non plus ce qu'il y avait dans le dossier bleu sous ma chaise, ni pourquoi les membres du conseil d'administration de la fondation avaient été invités dans notre salle à manger privée. Quand le serveur est revenu et a demandé s'il devait débarrasser le couvert inutilisé à côté de moi, je me suis levé, j'ai levé mon verre et j'ai annoncé qu'avant que le dessert ne soit servi. Tout le monde devait entendre pourquoi mon frère ne dirigerait plus notre entreprise familiale dès le matin. La pièce est devenue silencieuse. Avant de vous dire exactement ce que j'ai révélé et ce qui s'est passé après que mon frère ait réalisé qu'il avait humilié la seule personne capable de le démasquer, dites-moi, quelle heure est-il chez vous, et d'où regardez-vous? J'adorerais savoir jusqu'où cette histoire voyage. Le dîner se tenait au musée du rail de Montaigne, une gare centenaire qui avait récemment été transformée en l'un des lieux d'événements les plus exclusifs de l'ouest de la France. Développement urbain Leclerc, l'entreprise de construction fondée par mon père, avait supervisé la restauration. Mon frère, Grégoire Leclerc, avait traité le projet comme son monument personnel dès le début. Sa photographie apparaissait dans la brochure du musée. Son nom était gravé sur un mur de donateurs en laiton, et ce soir-là, il se déplaçait entre les tables acceptant les éloges pour avoir sauvé un morceau de l'histoire française. Ce que les invités ignoraient, c'est que j'avais trouvé des divergences structurelles, des factures modifiées et des paiements acheminés par des sous-traitants qui semblaient n'exister que sur le papier. Je travaillais comme auditrice légale en construction, ce qui signifiait que les entreprises me recrutaient généralement après qu'un projet avait mal tourné. Mon travail consistait à déterminer si l'échec provenait d'une incompétence, d'une fraude ou des deux. Mon père m'avait demandé d'examiner discrètement le projet du musée après que l'assureur ait remis en question plusieurs augmentations de coûts. Grégoire pensait que j'aidais simplement à organiser des documents avant la réunion annuelle du conseil d'administration. Il n'avait aucune idée que mon rapport préliminaire faisait déjà plus de 200 pages. La cérémonie de remise des prix de Léo avait eu lieu dans l'auditorium du musée cet après-midi-là. Son appareil utilisait des capteurs de sol peu coûteux et des composants de téléphone recyclés pour avertir les communautés rurales lorsque les canaux de drainage atteignaient des niveaux dangereux. Il avait construit le prototype après que notre quartier ait été inondé 2 étés plus tôt. Alors que d'autres enfants couraient dehors pour regarder l'eau monter, Léo était assis à côté d'une voisine âgée qui craignait que son sous-sol ne se remplisse avant que son équipement à oxygène ne puisse être déplacé. Cette expérience est restée avec lui pendant 8 mois. Il a testé des capteurs dans des seaux, des gouttières et des fossés de drainage boueux jusqu'à ce que son système fonctionne. La Fondation régionale d'ingénierie l'a sélectionné parmi plus de 600 étudiants. Les enfants de Grégoire avaient participé à la même compétition avec un pont miniature professionnellement assemblé. Ils avaient reçu des médailles de participation. Grégoire a souri pour les photos, mais j'ai remarqué les muscles de sa mâchoire se contracter lorsque le nom de Léo a été annoncé comme le lauréat général. Lors du dîner de famille qui a suivi, Grégoire avait organisé un menu imprimé à 4 plats. Ses enfants ont commandé du filet mignon. Mes parents ont commandé du bar. Mathilde, l'épouse de Grégoire, a choisi l'agneau, puis a passé 10 minutes à discuter du vin qui s'accordait le mieux avec. Léo a attendu patiemment que quelqu'un prenne sa commande. Lorsque le serveur l'a atteint, Grégoire a levé une main. Il n'est pas inclus dans le forfait. J'ai supposé que c'était une erreur et j'ai demandé au serveur d'ajouter un repas.
Grégoire s'est penché en arrière et a dit assez fort pour que les tables voisines entendent, « Nous n'avons rien commandé pour ton fils. » Puis il a fait signe à un employé qui est revenu avec un hot-dog emballé dans du papier. Ma mère, Denise, m'a dit que j'aurais dû préparer de la nourriture à Léo parce que les enfants peuvent être difficiles. Mon père, Roland, fixait son assiette. Il avait déjà vu Grégoire me rabaisser, mais le silence était devenu sa méthode préférée pour éviter la responsabilité. Léo a murmuré qu'il n'avait pas faim. Je connaissais ce ton. C'était la voix qu'il utilisait quand il voulait se faire plus petit pour que les adultes arrêtent de se disputer. J'ai demandé à Grégoire pourquoi tous les autres enfants avaient été inclus dans le forfait dîner. Il a haussé les épaules. Parce que leurs parents ont confirmé la bonne réservation. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'email dans lequel j'avais confirmé 2 places et choisi le repas de Léo 3 semaines plus tôt. Grégoire y a jeté un coup d'œil et a dit, « Alors, le lieu a dû le perdre. » L'expression du serveur a changé. Il avait l'air de vouloir parler, mais Grégoire l'a congédié d'un mouvement de doigt. Ce petit geste m'a dit que l'exclusion n'était pas accidentelle. Grégoire avait changé lui-même les instructions de placement. Il voulait que Léo comprenne que gagner un prix ne lui conférait pas un statut égal dans notre famille. Plus important encore, il voulait me rappeler qu'au sein du nom Leclerc, c'est lui qui décidait toujours qui appartenait. J'ai regardé le dossier bleu sous ma chaise. Jusqu'à ce moment, j'avais prévu de donner le rapport à mon père en privé après le dîner. J'avais l'intention de protéger les employés de l'entreprise, de réduire l'embarras public et de donner à Grégoire une opportunité de démissionner avant que le conseil d'administration ne s'implique. Puis Léo a demandé tranquillement s'il pouvait manger son hot-dog dans le couloir pour ne gêner personne. Quelque chose en moi est devenu parfaitement immobile. Non, lui ai-je dit. Tu restes ici. J'ai placé le plateau en papier au centre de la table, j'ai regardé Grégoire et j'ai dit, notez. En face de moi, il a souri parce qu'il pensait avoir gagné. Quand le serveur est revenu, je lui ai demandé de laisser le couvert inutilisé exactement où il était. Grégoire a ri et m'a dit de ne pas créer une tragédie symbolique avec de la viande transformée. Plusieurs parents ont souri nerveusement. Ils avaient passé des années à réagir à sa cruauté comme si c'était de l'humour intelligent, car le défi exigeait plus de courage que de rire avec lui. Je me suis levé et j'ai tapé une fois ma cuillère contre mon verre. Le son a porté plus loin que je ne l'avais prévu. Les conversations aux tables de donateurs voisines se sont tues. Mon père a froncé les sourcils et a demandé ce que je faisais. Je corrige la liste des invités, ai-je dit. Grégoire m'a dit de m'asseoir. J'ai regardé vers l'entrée où 3 membres du conseil d'administration de développement urbain Leclerc étaient entrés avec Noémie Dubois, l'avocate externe en conformité de l'entreprise. Je leur avais demandé d'arriver à 20h, bien que je n'ai pas dit à ma famille pourquoi. Noémie portait une mallette de documents verrouillés. Le sourire de Grégoire a disparu. J'ai présenté Léo comme le lauréat du prix du jeune innovateur en infrastructure de la Fondation et j'ai demandé à la salle de l'applaudir avant que nous ne discutions d'autre chose. Les applaudissements ont commencé avec incertitude, puis se sont renforcés lorsque plusieurs représentants de la Fondation se sont levés. Léo m'a regardé avec de grands yeux. Pour la première fois de la soirée, les adultes reconnaissaient la raison de notre rassemblement. Grégoire a interrompu avant la fin des applaudissements. C'est un dîner de famille privée. Noémie a répondu depuis l'entrée. Ce n'était plus privé quand les fonds de l'entreprise l'ont payé. Mathilde a posé son verre de vin. Ma mère a regardé Grégoire, puis moi, comme si elle espérait que l'un de nous annoncerait que c'était une blague. J'ai ouvert le dossier bleu et j'ai brandi la facture de l'événement. Développement urbain Leclerc avait été facturé 18 400 € pour le dîner, y compris des repas haut de gamme pour 26 personnes. L'entreprise avait également été facturée pour 2 enfants absents, une réception au champagne qui n'avait jamais eu lieu, et une suite exécutive listée sous le nom de Grégoire. Pourtant, le repas confirmé de Léo avait été manuellement retiré du plan de table final. J'ai demandé à la responsable de banquet d'expliquer qui avait autorisé le changement. Une femme près du fond s'est levée et a dit que Grégoire avait envoyé la révision par email ce matin-là. Elle avait conservé le message car il lui avait également demandé de facturer le repas original de Léo sur le compte de l'entreprise tout en lui servant la nourriture la moins chère disponible. Le visage de Grégoire s'est assombri. C'est ridicule. C'était une blague inoffensive. Une blague crée du rire, ai-je dit. Cela a créé une divergence de facture.
J'ai ensuite annoncé que mon audit avait révélé plus qu'une mauvaise charge de dîner. Au cours des 18 mois précédents, Grégoire avait approuvé près de 900 000 € de paiement à 3 entreprises sous-traitantes liées à un ancien colocataire d'université. 2 entreprises n'avaient ni employés, ni équipement, ni licence active. La troisième avait construit le projet du musée pour une étanchéité spécialisée que les tests de laboratoire avaient montré n'avoir jamais été installée. Grégoire a repoussé sa chaise si violemment qu'elle a heurté le mur. Il m'a accusé de voler des documents confidentiels. Noémie a expliqué que le conseil d'administration avait autorisé mon accès et que des copies avaient déjà été conservées par un conseiller indépendant. Le teint de mon père est devenu gris. Il a demandé si l'étanchéité manquante posait un risque pour la sécurité. Je lui ai dit que le bâtiment n'était pas en danger immédiat, mais que des parties de l'archive inférieure pourraient être inondées lors d'une forte tempête. L'estimation des réparations était d'au moins 400 000 €. Grégoire a dit que les dépassements de coûts étaient normaux et a insisté sur le fait que les sous-traitants avaient effectué un travail de conseil légitime. J'ai placé 3 photographies sur la table. Chacune montrait la même devanture de magasin vide utilisée comme adresse enregistrée pour les 3 entreprises. J'ai ensuite affiché une chronologie des paiements, y compris les virements effectués dans les 48 heures suivant l'achat d'une maison au bord du lac par Grégoire via une société à responsabilité limitée. Ma mère a murmuré son nom. Mathilde l'a regardé comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Il s'est tourné vers moi et a dit « Tu détruis cette famille parce que ton gamin n'a pas eu de steak. » J'ai regardé le hot-dog intact de Léo. Non, le hot-dog m'a seulement montré que tu crois toujours que prendre à quelqu'un compte comme une victoire. J'ai annoncé qu'avec effet immédiat, je retirais ma certification professionnelle de tous les rapports que Grégoire avait soumis sous mon nom. Des années plus tard, il m'avait persuadé de signer un accord de révision technique limité, affirmant que les documents seraient utilisés uniquement pour des offres internes. Mon audit a montré qu'il avait copié mon bloc de signature sur au moins 7 demandes de financement public. Sans certification vérifiée, ces demandes devaient être réexaminées. Le président du conseil d'administration s'est avancé et a informé Grégoire que son autorité exécutive était suspendue en attendant l'enquête. Son accès au bâtiment, ses autorisations financières et les appareils de l'entreprise seraient désactivés avant qu'il ne quitte le musée. Personne n'a parlé. Grégoire a regardé autour de la pièce, attendant que mes parents le sauvent. Pour une fois, aucun d'eux n'a bougé. Grégoire s'est remis du choc en faisant ce qu'il avait toujours fait lorsqu'il était acculé. Il a réécrit l'histoire. Il a dit au conseil que je le détestais depuis l'enfance et a affirmé que mon audit était une vengeance pour avoir été ignoré. Il a rappelé à tout le monde que j'avais quitté Développement Urbain Leclerc 12 ans plus tôt après une dépression émotionnelle. J'ai senti les doigts de Léo se resserrer autour des miens. Grégoire avait utilisé cette phrase pendant des années parce qu'elle transformait une trahison professionnelle en une faiblesse personnelle. « Dis-leur pourquoi tu es vraiment parti », a-t-il dit. « Dis-leur que tu ne supportais pas de travailler avec d'autres personnes. » Pendant un instant, le musée a disparu et j'avais à nouveau 26 ans, debout dans un bureau de projet temporaire à côté d'un site d'expansion routière. J'avais développé une méthode pour identifier les défauts de durcissement du béton avant l'apparition de fissures visibles. Le système n'était pas glamour, mais il pouvait faire économiser des millions en réparation aux entrepreneurs. Je l'ai présenté à Grégoire, qui était alors directeur des opérations sur le terrain. Il a loué le travail et m'a demandé de lui envoyer mon analyse complète afin qu'il puisse la formater pour papa. 2 semaines plus tard, Grégoire a présenté la méthode à un panel de transport d'État sous son propre nom. Lorsque je l'ai confronté, il a produit un email qui semblait me montrer abandonnant le projet et admettant que mes calculs n'étaient pas fiables. Mon père m'a retiré de l'équipe technique. Grégoire a reçu une promotion. J'ai démissionné 3 mois plus tard. L'expérience a endommagé plus que ma carrière. Mon ancien fiancé, David, travaillait pour le service juridique de l'entreprise. Grégoire lui a montré en privé des messages suggérant que j'avais fabriqué des résultats de tests et prévoyait de blâmer David si les régulateurs enquêtaient. David a rompu nos fiançailles sans me dire ce qu'il avait vu. J'ai passé des années à croire qu'il avait simplement cessé de m'aimer quand ma carrière est devenue gênante. 6 mois avant le dîner du musée, David m'a contacté après avoir découvert les anciens fichiers lors d'une migration de serveur. Les messages n'étaient pas les miens. Leurs métadonnées montraient qu'ils avaient été créés sur l'ordinateur de bureau de Grégoire, puis transférés via un compte administratif pour les faire paraître authentiques. David s'est excusé, mais les excuses ne peuvent pas rendre 12 ans.
elles ne peuvent pas rendre l'appartement que vous avez vendu parce que vous ne pouviez plus vous le permettre, les références professionnelles qui ont cessé de répondre à vos appels, ou les mois passés à vous demander si tout le monde pouvait voir un défaut en vous que vous ne pouviez pas. Pourtant, les fichiers m'ont donné quelque chose que je n'avais jamais possédé auparavant, la preuve. Au dîner, j'ai demandé à Noémie d'ouvrir la mallette verrouillée. Elle a sorti un rapport médico-légal préparé par une société de cybersécurité indépendante. Grégoire a ri trop fort et a dit que personne ne se souciait des vieilles querelles familiales. Étienne Leclerc, notre frère cadet, s'est levé de l'autre bout de la table. Étienne avait passé la majeure partie de la soirée silencieux, mais son visage avait changé pendant que je parlais. Il était ingénieur de terrain pour l'entreprise et avait toujours cru que j'étais parti parce que je détestais travailler avec lui. Je m'en soucie, a-t-il dit. Grégoire lui a dit de ne pas s'en mêler. Étienne l'a ignoré et a admis que Grégoire avait utilisé la même stratégie contre lui 3 ans plus tôt après qu'Étienne ait remis en question un calcul de drainage sur un projet municipal. Une plainte anonyme l'avait accusé de se présenter au travail en état d'ébriété. L'allégation a été démentie, mais il a perdu son rôle de chef de projet. Grégoire a ensuite repris le contrat. Étienne n'avait jamais lié l'incident à mon départ parce que Grégoire nous maintenait isolés, nous donnant à chacun une explication différente de la raison pour laquelle les autres ne pouvaient pas être dignes de confiance. Noémie a distribué des résumés de l'examen numérique. Le rapport reliait les anciennes identifiants informatiques de Grégoire aux messages forgés utilisés contre moi. Il a également identifié des registres d'inspection récemment modifiés du projet du musée. Grégoire a regardé notre père et a dit que la firme médico-légale était partiale parce que je l'avais embauché. Mon père a demandé si Grégoire niait avoir présenté mon analyse du béton comme la sienne. Grégoire a répondu, nous travaillons pour la même entreprise. Rien n'appartient à une seule personne dans une entreprise familiale. Cette phrase a fait plus de dégâts que n'importe quel document. Mon père avait construit l'entreprise autour de l'idée que les membres de la famille se protégeraient mutuellement le travail. Grégoire venait d'admettre qu'il considérait notre travail comme un matériel qu'il était en droit de réclamer. Ma mère a finalement demandé s'il avait menti à David. Grégoire a levé les yeux au ciel. Elle allait de toute façon le dépasser. J'ai entendu une chaise gratter. Ma mère s'est levée, a pressé les 2 mains contre la table et a fixé le fils qu'elle avait défendu malgré toutes les accusations. Tu as laissé ta sœur croire qu'elle était indigne d'amour pendant 12 ans. Grégoire a répondu que tout le monde devenait dramatique. Ma mère a retiré l'épinglette dorée de l'entreprise de sa veste et l'a posée à côté de son assiette. Elle avait porté cette épinglette à chaque gala depuis que mon père avait fondé l'entreprise. Non, a-t-elle dit, nous avons été négligents. Toi, tu as agi délibérément. L'expression de Grégoire a changé. Perdre le conseil d'administration le terrorisait, mais perdre la protection inconditionnelle de ma mère le terrifiait encore plus. Il m'a pointé du doigt et a crié que j'avais manipulé tout le monde parce que je ne pouvais pas supporter son succès. Léo s'est levé avant que je ne puisse répondre. Sa voix était calme, mais la pièce a entendu chaque mot. Maman n'a pas pris ton succès. Elle a découvert d'où tu l'as pris. Grégoire l'a regardé fixement. Puis il a ri, mais cette fois personne ne l'a rejoint. Mon père a demandé aux enfants de quitter la pièce. Grégoire a immédiatement accepté, supposant que les adultes négocieraient une fois que Léo et les autres enfants seraient partis. J'ai refusé de renvoyer Léo comme s'il était la source de la honte. Au lieu de cela, Noémie a organisé la prise en charge de tous les enfants par un coordinateur de la fondation pour les emmener à la galerie de simulateurs du musée où Léo pourrait démontrer son prototype d'alerte aux inondations. Avant qu'il ne parte, je lui ai dit que rien de ce qui s'était passé n'était de sa faute. Il a hoché la tête, mais ses yeux sont restés fixés sur le plateau en papier. J'ai promis que nous mangerions quelque part de mieux après. Une fois les portes fermées, mon père s'est tourné vers Grégoire et a posé la question qu'il avait évitée pendant des années. Combien ? Grégoire a fait semblant de ne pas comprendre. Mon père a répété la question. Noémie a répondu d'après l'audit. Les paiements douteux confirmés totalisaient 876 000 euros. 1,4 million d'euros supplémentaires nécessitaient des documents justificatifs que Grégoire n'avait pas fournis. Il y avait aussi des dépenses personnelles catégorisées comme développement client, voyage de luxe, dons à des écoles privées faits au nom de ses enfants, mobilier pour la maison au bord du lac, et le dîner qui se déroulait autour de nous. Mathilde a couvert sa bouche. Elle a dit que Grégoire lui avait dit que la maison au bord du lac avait été achetée avec un bonus de performance de cadre.
Le président du conseil d'administration a déclaré qu'aucun bonus de ce type n'avait été approuvé. Grégoire s'est tourné vers sa femme et l'a accusée de l'humilier en posant des questions en public. C'est alors que le choc de Mathilde s'est transformé en colère. Elle a demandé si les comptes qu'ils géraient pour l'éducation de leurs enfants étaient réels. Grégoire n'a pas répondu. Noémie a dit que ces comptes étaient hors du champ d'application de l'audit de l'entreprise. Mathilde a quitté la table et a appelé son avocat depuis le couloir. Le pouvoir de Grégoire avait toujours dépendu du contrôle de l'information. En quelques minutes, ce contrôle s'effondrait dans toutes les directions. Mon père hésitait encore. Je pouvais voir le vieil instinct se battre en lui, le désir de protéger son fils aîné, l'héritier qu'il avait présenté aux clients depuis que Grégoire avait 22 ans. Il a demandé si l'enquête pouvait rester interne. Noémie a expliqué que des subventions publiques de réaménagement avaient financé une partie du musée. Si des factures étaient falsifiées, le conseil avait le devoir légal de signaler l'affaire à l'autorité subventionnaire et à l'assureur. Mon père m'a regardé comme si j'avais créé la loi simplement en découvrant la violation. Fallait-il faire ça ce soir, a-t-il demandé. La question m'a blessé, mais elle ne m'a pas surprise. Pendant des années, ma famille avait traité la révélation d'un méfait comme plus offensante que le méfait lui-même. J'ai répondu que j'avais prévu une réunion privée jusqu'à ce que Grégoire exclue délibérément Léo d'un dîner célébrant l'accomplissement de Léo. Mon père a dit qu'un repas d'enfant et une enquête d'entreprise étaient des problèmes distincts. Ce sont les mêmes problèmes, lui ai-je dit. Grégoire décide que les règles ne s'appliquent qu'aux personnes qu'il considère moins importantes. Il a retiré le dîner de Léo parce qu'il le pouvait. Il a retiré mon nom de mon travail parce qu'il le pouvait. Il a retiré des matériaux de sécurité d'un projet public parce qu'il croyait que personne ayant de l'autorité ne le contesterait. Étienne a ajouté que chaque employé savait que Grégoire récompensait le silence et punissait les questions. Il a décrit des chefs de chantier qui avaient cessé de signaler les problèmes par peur d'être réaffectés. Un contremaître avait démissionné après avoir reçu l'ordre d'approuver des travaux de drainage qu'il n'avait pas inspectés. Mon père a écouté les yeux fermés. Il avait passé des années à affirmer qu'il transférait progressivement le contrôle à Grégoire parce que l'entreprise avait besoin d'un leadership décisif. Maintenant, il entendait à quoi ressemblait la décision quand la responsabilité disparaissait. Grégoire a accusé Étienne de jalousie et m'a traité de vindicative. Il a dit que notre père lui devait de la loyauté parce qu'il avait sacrifié toute sa vie d'adulte pour l'entreprise. Je lui ai rappelé que la loyauté n'était pas l'immunité. Puis j'ai posé à mes parents l'une des rares questions que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Combien de personnes étiez-vous prêt à laisser blesser pour pouvoir continuer à croire que vous avez élevé un fils parfait? Ma mère a commencé à pleurer. Le visage de mon père s'est durci, mais je ne me suis pas excusé. La question n'était pas cruelle. La réponse était qu'ils avaient regardé Grégoire s'attribuer mon travail, nuire à ma réputation, mettre Étienne sur la touche et ridiculiser Léo. Chaque incident seul avait été écarté comme une compétition, un malentendu ou de l'humour. Ensemble, ils formaient un système, et mes parents l'avaient maintenu en exigeant la paix des personnes blessées. Grégoire a senti leur résistance s'affaiblir. Il a adouci sa voix et a dit à ma mère qu'il avait fait des erreurs parce que la pression de préserver l'héritage de papa était insupportable. Il a promis de rembourser tout ce qui avait été mal catégorisé. Il a même proposé de s'excuser auprès de Léo. Ma mère a failli répondre. Puis Noémie a posé un autre document sur la table. C'était un email envoyé par Grégoire 2 jours plus tôt après avoir appris que le conseil d'administration prévoyait d'examiner les coûts du projet. Dans celui-ci, il avait demandé au directeur financier de supprimer la correspondance archivée des fournisseurs et suggéré de blâmer Étienne pour la documentation manquante de l'étanchéité. Ma mère a lu le message 2 fois. Grégoire a affirmé qu'il avait été sorti de son contexte. Étienne a demandé quel contexte pouvait justifier de le piéger pour fraude. Grégoire n'a eu aucune réponse. Mon père a retiré l'anneau de sceau de l'entreprise qu'il portait depuis 34 ans et l'a posé sur la table. « Tu es suspendu », a-t-il dit. Grégoire a répondu que le conseil ne pouvait pas le destituer parce qu'il contrôlait le plus grand bloc de vote après notre père. J'ai ouvert la dernière section de mon dossier. Des années plus tôt, mon père avait transféré des parts économiques non votantes égales aux 3 enfants, mais avait conservé l'autorité de vote par le biais d'une fiducie familiale. Grégoire avait répété à tout le monde que ces votes deviendraient les siens lors de la retraite de mon père. Ce que Grégoire ignorait, c'est que 6 mois plus tôt, après le début de l'enquête d'assurance,
Mon père m'avait nommé protectrice indépendante de la fiducie parce que ma licence professionnelle m'obligeait à rester en dehors de la gestion de l'entreprise. J'avais l'autorité de geler les transferts de vote lorsque des preuves crédibles de fraude menaçaient les actifs de la fiducie. Cet après-midi-là, avant la cérémonie de remise des prix, je l'ai exercé. Grégoire ne contrôlait pas l'entreprise. Il ne l'avait jamais contrôlée. Il n'avait contrôlé que notre peur de le confronter. Grégoire a quitté le musée sans son téléphone d'entreprise, son ordinateur portable, son badge d'accès ni sa famille. La sécurité l'a escorté jusqu'au parking après qu'il ait tenté d'entrer dans le bureau administratif pour récupérer des fichiers d'un ordinateur de bureau. Le dîner des donateurs s'est terminé tôt. Personne n'a touché au dessert. J'ai emmené Léo dans un restaurant ouvert 24h24, 3 rues plus loin, où il a commandé des crêpes, des œufs brouillés et le plus grand milkshake au chocolat du menu. Il a demandé si son oncle allait en prison. Je lui ai dit que je ne savais pas et que les conséquences seraient décidées par les enquêteurs, pas par notre colère. Je lui ai aussi dit que prendre la parole n'était pas la même chose que de chercher à détruire quelqu'un. Nous avions présenté des faits. Les choix de Grégoire détermineraient ce qui se passerait ensuite. Au cours des semaines suivantes, ces choix lui sont devenus plus difficiles à nier. Le conseil d'administration a embauché une firme comptable nationale pour étendre mon audit. Les enquêteurs ont confirmé que les 3 sous-traitants avaient acheminé une partie significative des paiements de développement urbain Leclerc vers une société d'investissement liée à Grégoire. L'étanchéité manquante n'avait pas été une négligence. Grégoire avait approuvé un substitut moins cher, facturé le projet avec le matériel original et détourné une partie de la différence. Le musée a fermé son aile d'archives inférieure pour des réparations, bien que le bâtiment principal soit resté sûr. L'histoire est devenue publique lorsque l'autorité de développement régional a annoncé son enquête. Je n'ai pas parlé aux journalistes. Léo non plus. Grégoire, cependant, a donné une interview affirmant qu'il était la victime d'un coup d'état familial mené par une sœur mécontente. La stratégie a échoué lorsque le journaliste a obtenu des dossiers montrant que mon audit avait commencé des mois avant le dîner. D'anciens employés ont ensuite contacté le conseil d'administration. Certains ont décrit des inspections altérées. D'autres ont produit des emails montrant que Grégoire avait exercé des représailles contre des personnes qui avaient remis en question les factures. Le conseil l'a licencié pour faute grave parce que son contrat de travail incluait une clause de mauvaise conduite. Il a perdu une subvention d'action de direction non acquise et une importante indemnité de départ qu'il s'attendait à recevoir lors de la retraite de mon père. Le tribunal a gelé la maison au bord du lac pendant que les avocats traçaient les fonds d'achat. Grégoire a finalement accepté de la vendre et a placé le produit de la vente sous séquestre. Mathilde a demandé la séparation légale après avoir découvert qu'il avait contracté un emprunt sur l'un de leurs comptes personnels sans lui en parler. Je n'ai ressenti aucun plaisir à voir leur mariage se fracturer. Leurs enfants aimaient les 2 parents et n'avaient rien fait de mal. Je me suis assuré que Léo comprenne que nous ne nous moquerions jamais de ses cousins ni ne les traiterions comme des extensions du comportement de leur père. La vengeance qui cible des innocents ne fait que recréer la cruauté originale. Mes parents ont eu du mal avec cette distinction. Ma mère m'a appelé à plusieurs reprises, me demandant de convaincre le conseil de laisser Grégoire revenir dans un rôle réduit. Elle a dit que perdre son titre, sa maison et son mariage étaient déjà suffisants. Je lui ai rappelé que l'entreprise employait plus de 200 personnes et construisait des installations utilisées par le public. Le poste de Grégoire ne pouvait pas être traité comme une allocation familiale. Mon père était moins direct. Il m'a invité à déjeuner et a suggéré qu'une coopération publique avec les enquêteurs pourrait ruiner définitivement le nom Leclerc. J'ai demandé s'il voulait préserver le nom ou le rendre digne d'être préservé. Il n'a pas répondu. Pour la première fois, j'ai cessé de gérer leur inconfort. J'avais passé ma vie d'adulte à traduire les conséquences dans un langage plus doux pour que mes parents ne se sentent pas accusés. Cette douceur avait protégé Grégoire plus efficacement que n'importe quel avocat. Étienne est devenu directeur intérimaire des opérations sur le terrain, mais a refusé le poste de PDG. Il a dit au conseil que l'entreprise avait besoin d'un leader externe sans allégeance familiale. Le conseil a embauché Marisol Vega, une dirigeante d'infrastructure connue pour reconstruire des entreprises après des défaillances de conformité. Elle a créé un système de signalement anonyme, séparé l'approbation des projets de l'autorisation de paiement, et ordonné des examens de sécurité indépendants. Les employés qui avaient été punis pour avoir soulevé des préoccupations ont été invités à soumettre leur dossier. Plusieurs ont reçu des excuses formelles et une compensation.
Mon père a démissionné de son poste de président. Son annonce de retraite n'a pas loué Grégoire ni décrit l'enquête comme un malentendu. Elle a reconnu que des défaillances de leadership avaient permis à la mauvaise conduite de perdurer. Cette phrase lui a coûté plus émotionnellement que la perte de son titre. Ma mère a rendu l'épinglette de l'entreprise qu'elle avait retirée au dîner et a demandé qu'elle soit placée dans les archives avec une note expliquant pourquoi elle avait cessé de la porter. Grégoire m'a contacté 2 fois. Le premier message me traitait de traîtresse. Le second est arrivé après l'audience du tribunal qui lui a demandé de rembourser une partie substantielle des fonds détournés. Il a écrit « Tu as eu ce que tu voulais ». Je n'ai pas répondu immédiatement. Puis j'ai envoyé une phrase. Ce que je voulais, c'était que tu arrêtes et tu as refusé chaque chance qui t'a été donnée. Il ne s'est jamais excusé auprès de Léo. Au lieu de cela, par l'intermédiaire de notre mère, il a proposé de lui acheter un ordinateur coûteux. J'ai refusé. Un cadeau offert pour contourner la responsabilité n'est pas une excuse. 6 mois plus tard, Grégoire a plaidé coupable d'infractions liées à des faux documents commerciaux et à un détournement de paiement financé par des subventions. Sa peine comprenait une période d'assignation à résidence, de probation, de restitution et une interdiction d'exercer les fonctions de dirigeant d'entreprise recevant des fonds de développement public. Certains parents se sont plaints que la punition était trop sévère. D'autres ont dit qu'elle était trop clémente. J'ai cessé de mesurer la justice en fonction de la satisfaction de chacun. Les faits importants étaient plus simples. Grégoire ne contrôlait plus les employés qu'il pouvait intimider. Les fonds volés étaient récupérés, le musée réparé et les personnes qu'il avait blâmées étaient publiquement innocentées. Il avait passé des années à construire son identité autour du fait d'être le fils en or intouchable de la famille. Au final, la conséquence la plus lourde n'a pas été la perte de titre ou de la maison au bord du lac. C'était d'être vu avec précision. Près d'1 an après le dîner, Léo et moi sommes retournés au musée du rail de Montaigne pour l'ouverture d'un laboratoire d'ingénierie pour jeunes. La fondation avait développé son design d'alerte aux inondations avec l'aide d'étudiants universitaires et de spécialistes de la gestion des urgences. 3 communautés rurales testaient des versions mises à jour du dispositif près de canaux de drainage qui débordaient régulièrement lors de fortes tempêtes. Le nom de Léo figurait sur une petite plaque à côté du premier prototype. Il l'a lu une fois, a souri et a immédiatement commencé à montrer à un autre étudiant comment le capteur fonctionnait. Il n'a pas demandé si Grégoire le verrait. Il n'avait pas besoin de l'approbation de quelqu'un qui avait essayé de le faire se sentir indigne. Mes parents ont assisté à l'ouverture, mais notre relation n'était plus bâtie sur la prétention que le passé avait disparu. J'avais établi des limites avant de les autoriser à revenir dans la vie de Léo. Il ne pouvait pas l'utiliser pour transmettre des messages à Grégoire. Il ne pouvait pas le presser de pardonner des excuses qu'il n'avait jamais reçues. Il ne pouvait pas ignorer les remarques cruelles comme des blagues ou s'attendre à ce que je reste silencieuse pour le confort de la famille. Ma mère a d'abord accepté les règles. Mon père a résisté, puis a lentement compris que les limites n'étaient pas une punition. C'étaient les conditions nécessaires pour que la confiance puisse exister à nouveau. Il s'est excusé auprès de moi sans ajouter d'excuses. Il a admis qu'il avait davantage valorisé l'harmonie familiale que la vérité parce que l'harmonie lui donnait l'impression d'être un père réussi. Je n'ai cessé de demander à la personne blessée de se taire, a-t-il dit, parce que confronter la personne qui causait la blessure m'aurait forcé à admettre que j'avais échoué. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Je n'ai pas promis un pardon instantané. Le vrai pardon n'est pas l'amnésie et la réconciliation n'est pas une obligation. Je lui ai dit que nous pouvions construire quelque chose de nouveau, mais que nous ne pouvions pas revenir à ce qui existait auparavant. Cette structure était dangereuse. Ma mère a commencé à consulter un thérapeute familial de son propre chef. Elle a reconnu que Lou et Grégoire étaient devenus une partie de son identité. Ces réalisations la rassuraient sur le fait qu'elle avait élevé un enfant exceptionnel. Elle a donc interprété chaque critique à son égard comme une critique d'elle-même. Comprendre ce schéma n'a pas effacé le mal, mais cela a rendu le changement possible. Étienne et moi avons également reconstruit notre relation. Nous avons comparé des années d'histoire et découvert à quelle fréquence Grégoire nous avait séparés avec de petits mensonges. Il m'avait dit qu'Étienne était jaloux de mon éducation. Il avait dit à Étienne que je considérais les ingénieurs de terrain comme inférieurs. Aucune de ces affirmations n'était vraie. L'isolement avait été l'un des outils les plus efficaces de Grégoire parce que les personnes qui ne comparent pas leurs expériences sont plus faciles à contrôler. Développement urbain. Leclerc a survécu,
mais est devenue une entreprise différente. Sous la direction de Marisol, elle a remboursé les fonds publics, achevé les réparations du musée et publié un rapport de conformité externe. Le nom de mon père est resté sur l'entreprise, mais la famille ne possédait plus d'autorité exécutive automatique. Les proches ne pouvaient postuler à des postes que par le même processus que les autres candidats. Je suis restée indépendante et j'ai refusé un poste permanent au conseil d'administration. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai pensé que reprendre ma place dans l'entreprise familiale prouverait que Grégoire ne m'avait pas vaincu. Finalement, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de son ancien trône. J'avais construit une carrière respectée précisément parce que j'étais parti. Ma propre entreprise s'est développée et j'ai créé un petit programme de stage pour les jeunes intéressés par l'ingénierie éthique et la responsabilité publique. David et moi nous sommes rencontrés 2 fois après qu'il se soit excusé. Nous nous sommes pardonnés autant que nous le pouvions, mais nous n'avons pas relancé notre relation. Certaines portes se ferment à cause de la tromperie, et apprendre la vérité ne restaure pas toujours ce que le temps a changé. C'était douloureux, mais c'était aussi libérateur. Je n'avais plus besoin que chaque perte soit inversée avant de pouvoir avancer. Quant à Grégoire, il est resté distant de la plupart de la famille. Il a suivi une thérapie dans le cadre de sa probation et a finalement envoyé à Léo une lettre manuscrite. La lettre ne demandait pas pardon. Elle admettait que l'exclusion du repas avait été délibérée et que l'intention était de minimiser son accomplissement. Léo l'a lu, l'a placé dans un tiroir et a dit qu'il n'était pas prêt à répondre. Je lui ai dit qu'il n'avait jamais à répondre à moins que cela ne lui semble juste. Les enfants ne devraient pas être entraînés à renoncer à leurs limites simplement parce qu'un adulte admet enfin avoir fait une erreur. Après l'ouverture du laboratoire, nous avons dîné au café du musée. Le menu était simple. Hamburger, soupe, croque-monsieur et part de tarte. Léo a commandé un hot-dog. J'ai demandé si ce choix le dérangeait. Il a souri et a dit, « C'est de la nourriture, maman. » Oncle Grégoire était le problème. Sa réponse m'a arrêté. Pendant des mois, j'avais vu ce hot-dog comme un symbole d'humiliation. Léo a refusé de le laisser lui appartenir. Il a mangé chaque bouchée, puis a commandé de la tarte aux pommes. Ce soir-là m'a enseigné la dernière leçon de notre histoire. Rompre un cycle familial toxique ne consiste pas à gagner la confrontation la plus bruyante. Il s'agit de refuser de transmettre la blessure. Cela signifie protéger les enfants sans leur enseigner la haine, exiger des comptes sans devenir cruel, et reconnaître que le silence peut être aussi dommageable que l'abus qu'il abrite. La loyauté familiale ne devrait jamais exiger de quelqu'un d'accepter l'humiliation. La paix qui dépend d'une personne qui ravale sa douleur n'est pas la paix. C'est de l'obéissance. Je croyais autrefois que la force signifiait tout endurer sans se plaindre. Maintenant, je sais que la force peut ressembler à un mot calme, noté. Prononcé au moment exact où vous décidez que le schéma se termine avec vous. Mon annonce n'a pas détruit notre famille. Elle a exposé ce qui nous détruisait déjà. La vérité nous a coûté des titres, de l'argent, des relations et des illusions. Mais elle a donné à Léo quelque chose de bien plus précieux. La preuve que sa dignité n'était pas négociable. Et elle m'a rendu la voie que j'avais abandonnée des années plus tôt. Alors voici la question à laquelle je pense encore. Lorsque protéger la famille exige de sacrifier la personne la plus vulnérable à table, que protégeons-nous exactement? Parfois, l'acte le plus courageux n'est pas de pardonner immédiatement ou de garder tout le monde uni. Parfois, c'est de se lever, de dire la vérité et de laisser les conséquences entrer.